Écoutez, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu participer. On remercie d'abord la FNCA de nous recevoir dans ses locaux et par l'entremise de notre vice-président Jean-Jacques Hervé, on a pu avoir cette salle à disposition. On a malheureusement une jauge à respecter, ce qui nous a amené à réduire à une petite centaine les présents. Voilà, les gens du bureau. Il manque encore un trésorier perpétuel qui va nous rejoindre. Donc on a quelques excuses à vous présenter, bien sûr. Celle de la ministre de la Transition écologique qui ne peut plus nous rejoindre. Et on aura tout à l'heure, non pas sa présence, parce que vous avez vu qu'il était très très occupé, le message du président d'honneur de notre académie, qui est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc je crois que le mieux, c'est faire court, et donc de démarrer. Donc je vais demander aux techniciens de vous faire passer le message vidéo que le ministre a souhaité vous envoyer aux membres de l'Académie, envoyer aux invités de l'Académie et envoyer à tous ceux qui sont présents, et notamment nos lauréats, jeunes, plus ou moins jeunes, mais tous lauréats récompensés de l'Académie. Merci. Monsieur le Président, cher Jacques Brulé, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Constant Lecoeur, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie d'Agriculture de France, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la séance solennelle de rentrée de votre Académie. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour n'avoir pu être présent parmi vous aujourd'hui en raison de l'examen de la proposition de loi dite Egalim 2 en ce moment même au Sénat. J'ai toutefois tenu à réaliser ce message vidéo pour évoquer avec vous les grands enjeux qui font face à notre agriculture. Depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai fait de la reconquête de notre souveraineté alimentaire la pierre angulaire de mon action. C'est essentiel car il ne peut y avoir de pays fort sans une agriculture forte. Et pour atteindre cet objectif, le renouvellement des générations est un des sujets majeurs que nous devons prendre à bras-le-corps. Cela pose particulièrement la question du revenu de nos agriculteurs, qui est justement au cœur de la proposition de loi Egalim 2 que j'évoquais un instant. Or, une agriculture souveraine, c'est aussi une agriculture qui sait s'adapter face au changement climatique, probablement l'un des défis les plus majeurs auxquels nous sommes confrontés. Dernièrement, notre pays, vous l'avez tous en tête, a été frappé par de violents aléas climatiques. Le gel, les inondations, les sécheresses. À l'avenir, ces épisodes deviendront de plus en plus fréquents et malheureusement de plus en plus violents. Face à cela, il est indispensable de nous prémunir, de mieux nous protéger, de mieux nous adapter. C'est notamment tout l'objet des travaux que j'ai lancés avec le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, sur des sujets majeurs comme la résilience et la protection de nos cultures, ou encore la gestion agricole de l'eau. Mais le président de la République a également annoncé une refondation complète de la gestion du risque climatique en agriculture. Cette réforme, dite réforme de l'assurance récolte, va considérablement accroître la résilience de notre monde agricole, en renforçant l'attractivité de l'assurance multirisque climatique et en créant un régime universel d'indemnisation du risque climatique. Ainsi, tous les agriculteurs, assurés ou non, et quel que soit le type de culture, pourront bénéficier de ce soutien lié à la couverture face aux aléas exceptionnels climatiques. C'est une réforme inédite, elle était attendue par le monde agricole et elle constituera, à n'en pas douter, désormais l'un des piliers de notre politique agricole. Pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, il nous faut également relever le défi de la transition agroécologique. L'État accompagne les agriculteurs, notamment grâce au plan France Relance, en favorisant l'investissement dans les agroéquipements. Car, comme toute transition, la transition agroécologique nécessite non pas des injonctions, mais des investissements. Ainsi, plus de 16 000 dossiers
ont été soutenus par cette mesure agroéquipement du plan France Relance. Ce sont des dizaines de milliers d'agriculteurs qui sont en train d'être aidés. Prenons un exemple, la mesure Plantons des haies. Grâce à cette mesure, nous sommes en train de relancer une vraie dynamique sur ce sujet et espérons des résultats tangibles sur le terrain. Cette mesure, elle permet à la fois d'améliorer les écosystèmes en préservant nos appareils de production tout en ayant des démarches culturelles et agroécologiques absolument pertinentes. C'est bien la preuve, s'il en fallait encore une, que les agriculteurs, que les agricultures sont résolument engagés dans la transition agroécologique. Mais pour amplifier la transition et même changer d'échelle, l'enjeu est avant tout, j'en suis persuadé, de réussir à concilier la création de valeur écologique à la création de valeur économique. Prenons cette fois-ci l'exemple du carbone. Je crois beaucoup au rôle que l'agriculture peut jouer pour la captation encore et encore de plus de carbone dans le sol. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est dans le sol qu'on capte plus de carbone, y compris par rapport à la forêt. Et afin de créer à la fois de la création de valeur environnementale et de la création de valeur économique, il nous faut réussir à concilier captation de carbone dans le sol par les pratiques agricoles, mais également valorisation économique des tonnes de CO2 ainsi captées dans le sol. Et c'est pour cela que j'ai financé par France Relance des mesures telles que le bon diagnostic carbone, accessible à tous les jeunes agriculteurs. C'est un excellent moyen d'identifier les actions à entreprendre pour capter le CO2 dans le sol, réduire les émissions de CO2, tout en permettant à terme, grâce aux méthodologies que nous venons de publier, d'émettre des crédits carbone et de favoriser la valorisation économique de ces crédits carbone. Vous le voyez, il s'agit là d'un exemple concret où transition agroécologique permet de créer de la valeur dans le compte de résultats des agriculteurs et ce faisant aller beaucoup plus vite dans les transitions. Enfin, je sais que vous traiterez aujourd'hui également de la politique agricole commune et de ses enjeux. Pour garantir davantage de visibilité aux agriculteurs, nous avons fait évoluer la politique agricole commune. Avec les arbitrages que j'ai rendus sur le plan stratégique national, nous consolidons une agriculture qualitative et nous investissons dans l'agriculture de demain, une agriculture compétitive et présente sur tous nos territoires. Au final, la nouvelle politique agricole commune aura 3 piliers. Économique d'abord, en consolidant les revenus. Écologique ensuite, en investissant et en augmentant les investissements dans les transitions agroécologiques. Mais aussi social. Et cela est quelque chose de totalement nouveau. La France s'est battue et a obtenu que la nouvelle politique agricole commune inclue des clauses sociales, c'est-à-dire lutter notamment contre le dumping social que nous pouvons voir au sein même du marché commun européen. Mais la politique agricole commune, elle doit également nous permettre de sortir d'un certain nombre de dépendances. Je pense notamment à tout l'accompagnement que nous faisons dans le développement de la filière des protéines végétales, avec un objectif ambitieux, un doublement des soutiens dédiés à ces filières d'ici 2027. C'est très important parce que nous voyons là que notre dépendance à l'importation de protéines, notamment sud-américaines, induit quoi? Un manque d'autonomie dans notre pays, mais en même temps une déforestation importée et de la dégradation de la biodiversité importée. Cela ne fait aucun sens. Nous avons également mis en place dans cette nouvelle politique agricole commune l'éco-régime, ce nouveau paiement conditionné dans toute l'Europe à des pratiques environnementales plus ambitieuses. Je l'ai voulu en France simple et inclusif pour permettre justement d'accompagner les agriculteurs qui s'engagent ou qui sont déjà engagés dans la transition. Je crois que ces transitions seront d'autant plus rapides qu'elles seront inclusives. Vous le voyez, j'ai souhaité une nouvelle politique agricole commune solide, au service de notre souveraineté et qui permette de répondre aux défis qui se dressent devant nous. Cette politique agricole commune doit soutenir les transitions tout en accompagnant nos agriculteurs. C'est cet esprit qui a conduit aux arbitrages que j'ai rendus en mai et en juillet dernier sur le plan stratégique national. Avant de conclure, mesdames et messieurs, je souhaite véritablement saluer par avance les lauréats de ce jour, qui se sont distingués grâce à leurs travaux scientifiques remarquables.
Je remercie également une nouvelle fois tous les membres de l'Académie d'agriculture de France pour la grande qualité de leurs travaux. Votre rôle de réflexion est essentiel pour avancer sur nos sujets et relever les défis qui se dressent devant nous. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite de très fructueux échanges. Je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Messieurs les Présidents. Quel plaisir de vous voir en chair et en os, de voir des regards. Alors les masques ne me permettent pas de reconnaître absolument tout le monde, mais je suis vraiment très très heureux de vous revoir en présentiel. L'an dernier, nous étions ici, nous étions une quinzaine dans la salle, n'est-ce pas? Donc je trouve déjà qu'il y a une belle amélioration et je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux. Alors le ministre l'a dit à l'instant, cette journée solennelle est importante parce que d'abord, on félicite, on remercie les lauréats de notre académie avec plusieurs prix. J'étais ce matin à l'académie, nous avons honoré comme ça 11 étudiants, 11 doctorants, pardon, 11 jeunes thésards qui ont fait des discours absolument remarquables, de diversité, d'enthousiasme et de valeurs scientifiques. Et donc je crois que c'est la première tâche, et le ministre l'a dit à l'instant, nous devons effectivement honorer et rendre honneur à ces jeunes chercheurs qui sont absolument remarquables. Deuxième remerciement, ce sont notre équipe permanente. On a réussi, malgré une crise Covid qui dure encore, à maintenir la continuité pratiquement absolue de nos travaux. Et donc je voulais que tous ici ensemble, nous remercions l'équipe permanente de l'Académie qui est ici dans la salle. Donc merci de les applaudir avec moi. Alors j'ai relu les discours de mes prédécesseurs, remarquables d'érudition et de qualité scientifique. Je ne suis pas dans ce registre. Mes prédécesseurs ont parlé de la notion de progrès, de l'importance de la recherche scientifique, l'évolution de l'expertise, l'aventure humaine et les innovations, l'évolution récente du monde agricole, formidable. Et je suis sûr qu'ils vont se reconnaître dans ce que je viens de dire. Ce n'est pas mon registre du tout. Vous le savez, je suis un homme d'action et beaucoup moins de réflexion érudique. Donc c'est pour ça que je voulais développer avec vous un concept qui m'est cher. C'est celui que j'ai un peu cité la dernière fois dans mon discours d'intronisation, penser global, agir local. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à étudier et de voir un peu comment vous allez réagir à ça. Alors c'est un slogan qui a été largement utilisé depuis plusieurs décennies, qui est un peu galvaudé d'ailleurs. Penser global, agir local, ça ne veut plus dire grand-chose. Eh bien non, je crois que c'est intéressant d'essayer de le décortiquer parce qu'à mon avis, c'est tout à fait d'actualité. Alors le concept Think Global, Act Global a été mentionné pour la première fois au début du XXe siècle par un certain Patrick Geddes, qui était un biologiste écossais, sociologue écossais, activiste et précurseur dans les domaines comme l'éducation, l'urbanisme et l'écologie déjà. Il proposait cette notion de Think Global, Act Local dans ses publications pour l'évolution urbanistique des villes. Mais le slogan a été vraiment popularisé en 1972 lors d'une première conférence sur l'environnement par un certain René Dubos. Alors je pense que certains d'entre vous connaissent René Dubos parce que c'est un Américain d'origine française, diplômé de l'Institut national agronomique de Paris en 1921, qui a immigré aux États-Unis en 1924, devenu américain en 1938. Sa carrière a été surtout consacrée à l'étude des bactéries et il a consacré une partie de ses travaux à la mise au point des premiers antibiotiques. Donc un personnage très important. Il a été membre de l'Académie des sciences américaines. Il s'est beaucoup intéressé à la fin de sa vie à l'écologie globale. Et c'est dans ce cadre qu'il a participé à la rédaction du rapport préparatoire du premier sommet de la Terre qui s'est tenu à Stockholm en 1972, organisé par les Nations Unies. Donc c'est l'origine un peu de ce slogan qui me paraît intéressant à décortiquer. Alors à l'époque, René Dubos était un agronome, biologiste et écologue très influent, et son message était un signe vraiment annonciateur de la mondialisation. Il a permis la prise de conscience que l'environnement ne peut se concevoir que dans sa globalité. La phrase précise de René Dubos fut la suivante, je le cite, « C'est très bien de penser aux problèmes de manière globale. Je pense que c'est un bon exercice intellectuel. Mais la seule façon de faire quelque chose, c'est dans votre propre localité. Alors pensez globalement, mais agissez localement. » Voilà le cœur de ce que je voulais vous passer comme message. C'est en effet dans les années 70 que l'écologie a été repensée de façon globale. Et la phrase aussi qui vient d'un texte du courrier de l'UNESCO de janvier 1973, qui disait « Les analyses à l'échelon mondial doivent faire place à des solutions régionales et locales où l'homme retrouverait sa vraie place au sein de la nature et du monde technologique qu'il s'est lui-même créé. » Voilà une phrase
d'un groupe de travail de l'UNESCO de 1973. Alors ce slogan a été largement utilisé dans les milieux de l'écologie, ça a continué de l'être d'ailleurs, mais c'est un peu étendu à d'autres domaines et c'est intéressant de voir comment et pourquoi. D'abord sur l'aménagement du territoire, notamment pour l'habitabilité des villes, les stratégies environnementales urbaines qui doivent être mises en place localement, doivent itérativement analyser, hiérarchiser et synthétiser les problèmes environnementaux complexes qui se présentent dans d'autres situations. De façon plus anecdotique, le marketing a utilisé cette notion, et il y a le contre-exemple qu'il faut citer, parce que ça date des années 2000, dans lequel une grande entreprise qui s'appelait ABB, Asian Brand Brewery, qui est un leader mondial de la technologie helvético-suédoise, et qui ont voulu répliquer leur stratégie globale à l'échelon local. Ça a été un désastre, parce que ce fut un échec. Les directeurs locaux avaient une vision très réductionniste de ce qu'ils avaient à faire, empêchant de tenir compte des spécificités locales. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, écoutez, c'est bien de faire ça, mais il faut aussi penser global pour agir local. Et donc c'est penser local pour agir local. Effectivement, c'est l'inverse, pour agir global, pardon. Alors d'autres références sont moins intéressantes, mais je les mentionne quand même, parce que peu de temps après sa création, la fondation ATTAC, l'association ATTAC, a pris ce slogan. En 2001, ils ont fait un bouquin qui s'appelle « Agir local, penser global », qui montrait justement le développement de nombreuses initiatives de terrain pour contrer les stratégies capitalistes mondialistes. Alors Edgar Morin, tout le monde le connaît, je ne vais pas le rappeler, mais il a fait un bouquin qui s'appelait « Pensée globale » en 2015, et il a effectivement très très bien développé ce concept de la pensée globale. Un dernier exemple plus rigolo, plus intéressant, c'est un bouquin que j'ai lu récemment, Régis Debray, d'un siècle à l'autre. Il a fait ce bouquin l'an dernier. Il a fait le bilan de sa vie. Et alors, il était à la fois philosophe, auteur, écrivain prolifique, et en même temps, il a été militant politique très activiste. Et ces deux facettes de son caractère, de sa personnalité, se sont nourries mutuellement en permanence. Et il résume ainsi: on peut interpréter le monde entre quatre murs, deux visus, mais pour le transformer, le in situ s'impose. Donc voilà aussi une vision très particulière et pragmatique du fait que la globalité locale doit absolument s'interpénétrer. Et puis à l'occasion de cette séance solennelle, je veux surtout vous faire part de mon expérience personnelle de ce concept. De cette juxtaposition de l'agir local et du pensée global, c'est dans le domaine de l'alimentation. La question alimentaire se retrouve en ce début de siècle au cœur des préoccupations mondiales. Ce n'est pas ici, je vais le rappeler, mais c'est une évidence et beaucoup de collègues sont sur ce sujet. Et est-ce un hasard? Mais vous savez que demain, s'ouvre à New York le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Et plusieurs de nos confrères qui sont dans la salle participent à ces travaux. L'ambition de cette manifestation, c'est de proposer de nouvelles mesures pour progresser dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Alors revenons en France, il y a un outil remarquable, et le ministre n'en a pas parlé, mais il aurait dû, parce qu'il y a un outil remarquable qui a prospéré ces dernières années localement, c'est les projets alimentaires territoriaux, les PAT. L'objectif est de relocaliser l'agriculture et le développement d'une alimentation durable, de qualité, accessible à tous et soutenant notamment les circuits courts. Alors, ce dispositif qui a été proposé dans la loi d'avenir en octobre 2014, et c'est bien vraiment développé avec certains précurseurs qui font maintenant référence. Je pense à la ville de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes. Et là-bas, très nombreux articles ont été publiés sur le fait qu'aujourd'hui, on parle là-bas de véritable révolution alimentaire. Il y a à ce jour près de 300 PAT qui ont été identifiés, reconnus par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et je vous avais dit la dernière fois que je m'étais intéressé au PAT de ma région d'adoption, c'est la Normandie, le PAT de la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage, en Normandie. Et à Coutances, ce PAT s'inscrit dans un programme plus large de contrat de transition écologique. Alors en 2020, nous avons participé au diagnostic de la situation alimentaire et des questions alimentaires de ce petit territoire, mais qui est particulièrement riche, comme beaucoup de territoires français. Un bassin laitier majeur, la viande bovine de race normande absolument délicieux, des moutons de présalés, des productions d'huîtres et de moules, du maraîchage de grande ampleur, du Sud, du Calvados. Bref, dans ces terroirs français, vous le savez, il y a un panel de production absolument extraordinaire. Et donc il est facile de dire que l'agriculture là-bas se porte bien. Alors le leitmotiv des PAT, c'est circuit court. Bon, alors on fait des circuits courts, formidable, on essaie de vendre en proximité, on développe tout un tas de systèmes qui sont tout à fait intéressants et appréciables. Et puis progressivement, les gens du PAT se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes. Ce n'était pas si simple.
Et localement, par exemple, l'offre ne correspond pas à la demande. Et lorsque, par exemple, les productions maraîchères arrivent à maturité, eh bien, elles sont toutes récoltées en même temps. Alors, ça fait baisser les prix. Et puis, ça crée du gaspillage. Et on n'arrive même pas à coordonner la livraison de légumes dans les restaurations collectives du petit territoire que représente Coutances. Bref, ce n'est pas simple. Et la communauté de communes est en train de réfléchir, je les aide un peu, à la réalisation d'une conserverie-légumerie pour stocker, pour garder sur un temps plus long les produits qu'ils fabriquent. Et c'est ce que j'appelle, vous savez, c'est un des slogans que j'essaie de lancer, les circuits longs vertueux. Le circuit court, c'est bien, mais le circuit long vertueux, c'est pas mal non plus. Dans ce cadre de ce PAT à Coutances, nous avons proposé une voie complémentaire d'amélioration de l'alimentation dans le territoire. Et j'ai créé une association qui s'appelle La Pâte. Et nous développons depuis quelques mois un ambitieux projet d'exposition centré sur la pédagogie alimentaire des jeunes, de la jeunesse, des jeunes de 8 à 12 ans. L'exposition va s'appeler « Je mange, donc je suis » en Normandie. C'est tiré de l'exposition qui a été faite pour le Muséum d'histoire naturelle à Paris il y a plus d'un an maintenant, presque 2 ans, et qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès à cause de la crise de la Covid. Et donc nous faisons une exposition adaptée à la Normandie au printemps 2022. Elle sera visitée pendant 6 semaines par tous les écoliers et collégiens de la région de Coutances. Et nous allons la développer. Nous avons déjà d'autres contacts avec d'autres départements normands pour que cette exposition se diffuse dans toute la Normandie pendant 2 ans. Et nous avons déjà des contacts avec d'autres régions de France pour apporter ce soutien pédagogique. Alors, ce PAT et ce que fait Coutances, ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on dit penser de l'agir local. C'est bien de l'action locale. Et c'est là que je veux intervenir pour dire que la pensée globale est importante. Parce qu'effectivement, dans cette communauté de communes de Coutances, est situé Cerisy-la-Salle. Cerisy-la-Salle, je ne sais pas si vous connaissez ce tout petit village qui a un magnifique château qui abrite depuis très longtemps les colloques de Cerisy. Je pense que certains d'entre vous le savent, il y a certains collègues qui en font partie. C'est là depuis 1952, on s'est regroupé les décades littéraires, philosophiques et politiques inaugurées à l'abbaye bourguignonne de Pontigny entre 1910 et 1940. Chaque année, à Cerisy, accueille des intellectuels, des scientifiques, des politiques, des responsables économiques du monde entier, absolument du monde entier. Donc Cerisy est mieux connu à Tokyo qu'à Coutances pour y débattre et échanger à l'abri des agitations urbaines. C'était ça l'idée. Les décades, eh bien, on s'éloigne de Paris, des agitations urbaines, et on réfléchit entre soi pendant 10 jours, les décades, pour réfléchir à des sujets extrêmement variés, puisque la programmation de cette année, c'est le cosmopolitique utopie ou réalité, le renouveau du sauvage, pour une approche contemporaine de la beauté. Vous voyez, c'est des sujets extrêmement vastes. Il y a eu plus de 800 colloques faits depuis 70 ans, plus de 600 publications qui ont été faites par ces colloques de Cerisy. Alors ces réflexions collectives sont très souvent d'une richesse et d'une intensité exceptionnelle, j'y ai participé certainement, et exemplaires d'un pensée global. Et pourtant, je peux vous dire que ces colloques de Cerisy sont presque inconnus localement. C'est-à-dire que les responsables politiques, économiques, localement, ne connaissent pas ces colloques. On a entendu parler vaguement, et ceux qui s'y sont intéressés ont commencé à lire les publications des colloques de Cerisy. Ils n'ont pas été plus loin que 2 pages. Ils n'ont pas compris le message, et les textes qui sont publiés sont extrêmement intéressants, philosophiques et scientifiques, mais ne percutent pas du tout sur les responsables locaux. Alors quel contraste entre un PAT avec des acteurs locaux qui s'engagent. Je vous assure que c'est vraiment du boulot de s'occuper d'un PAT. Toutes ces collectivités. Et à côté, Cerisy fait des grands colloques, des grandes manifestations pour penser globalement, et c'est très bien. Et je pense que voilà, je pense qu'il est intéressant, important et utile de rapprocher ces 2 mondes qui s'ignorent un peu. Alors la chance, c'est que les colloques de Cerisy ont dans leur programmation de 2022 un colloque intitulé, n'est-ce pas Bernard, « Manger ensemble pour refaire le monde ». Voilà un thème fantastique. Manger ensemble pour refaire le monde. Une magnifique ambition, portée d'ailleurs par plusieurs confrères de notre compagnie. Et nous avons commencé à y travailler. Alors, dans l'esprit d'échange et de dialogue qui m'anime, nous avons inscrit ces colloques de Cerisy dans le programme de notre exposition. Nous allons faire des présentations lors du colloque de Cerisy et je suis en train d'organiser, avec les collègues de l'Académie, une journée de réflexion commune entre l'Académie et les colloques de Cerisy. On fera ça au printemps 2022 et ça permettra effectivement de réaliser ces échanges, j'espère, fructueux entre les gens qui pensent globalement et les gens qui agissent localement. Alors ces perspectives me réjouissent beaucoup car je connais la qualité et la motivation des acteurs qui seront sollicités. Je peux vous assurer que localement, il y a une très grande envie de faire quelque chose de bien. Et puis notre compagnie va jouer un rôle majeur. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je suis certain que cette attitude constructive doit pouvoir s'appliquer et se développer dans d'autres domaines et sera très riche d'enseignements.
Voilà, j'espère que mes propos ont trouvé quelques échos et dans votre esprit pour nourrir vos réflexions. Je vous remercie de votre écoute et je vais maintenant passer la parole à notre secrétaire perpétuel afin qu'il fasse un bilan de nos activités de l'année académique écoulée et le programme de ce qui nous attend pour l'année prochaine. Constant, je te passe la parole. Merci à vous. Bien, écoutez, ce rapport, vous verrez, hein, vous en mesurerez l'importance et le programme 2021-22, puisque nous travaillons en année académique. Hein, et pour vous dire que d'abord, dans nos missions, hein, c'est bien de conduire des réflexions de nature scientifique, technique, économique, juridique, sociale et culturelle sur le moyen et le long terme, dans les domaines qui sont les nôtres, de l'agriculture, de l'alimentation, et de l'environnement, et contribuer ainsi à éclairer les citoyens et les décideurs, préparer et accompagner les évolutions. Alors, on a 10 sections thématiques. Ces 10 sections sont organisées, sont des structures de base, qui sont des lieux de débat. C'est à partir de ces sections que s'organise le travail, et l'ensemble des travaux, notamment l'examen des thèses dont on a parlé ce matin, mais aussi préparer les séances, etc. Donc c'est vraiment la cellule de base. Des groupes de travail, eux, sont vraiment transversaux, intersections, voire interacadémies, toujours inscrits dans l'actualité, avec des thématiques nouvelles, agriculture et biodiversité urbaine, l'avenir du conseil agricole, One Health. On a statut juridique des animaux et d'autres thèmes qu'on a déjà parcourus sur l'ultramarin, sur l'agriculture autrement, sur les politiques agricoles, sur le potentiel de la science, réécriture du génome. Deux thématiques plus transversales des académies, c'est l'industrie agroalimentaire qui est managée par l'Académie des technologies et antibiorésistance avec 7 académies et qui font tous les 2 ans un colloque. Notre expression, beaucoup par les séances publiques et les colloques, institués depuis 1761, les colloques souvent en partenariat, ouverts, et que ce soit les séances ou les colloques, c'est le fruit des réflexions de ces sections, intersections, des groupes de travail, parfois interacadémiques. Parmi les intervenants, ce n'est pas que les gens de l'académie, il y a aussi des spécialistes qui sont sollicités pour nourrir ces échanges et enrichir les travaux en cours. Un petit rappel de ce qui s'est fait de 2020-2021, parce que Covid ou pas, l'académie a continué de diffuser en visioconférence, on appelait ça des webinaires, avec un premier axe, assurer la sécurité alimentaire. Et bien sûr, la pandémie a donné cours avec déjà cette dimension Covid, souveraineté alimentaire, d'ailleurs soulignée par le ministre, Covid-19 et agriculture, une opportunité pour la transition agricole et alimentaire qui est parue en septembre de 2020, produit par une 60aine de membres de l'Académie et qui ont fait un forum dès le mois de fin avril 2020. Le concept de One Health, qui avait été déjà introduit par un colloque en début 2020, qui est élargi aux dimensions végétales, environnementales, alimentaires, au-delà des classiques liens santé animale, santé humaine. Le rapport aussi du groupe de travail impact sur les cancers colorectaux de l'apport additif, nitré, pour montrer justement ce lien entre alimentation et santé. Et puis, année internationale 2021 des fruits et légumes, avec colloque, plusieurs séances, et on terminera cette année avec un symposium avec l'Aprifel. Adapter, deuxième axe, la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers aux changements globaux. Alors là, citons l'ouvrage en 2 volumes qui sera tout à l'heure présenté en 7 minutes par Bernard Hubert. Les premiers échanges croisés qui auront lieu demain, quelle agriculture nationale et mondiale pour nourrir les prochaines générations, irrigation, gestion de l'eau, carbone, le ministre en a parlé, dans le bois, en forêt, et bien sûr carbone en agriculture.
Toujours dans ce troisième axe, maintenant, intégrer les politiques agricoles, environnementales, territoriales face aux défis internationaux. On voit bien qu'il faut penser large et pas seulement sectoriel. C'est des partenariats européens pour une nouvelle politique agricole et alimentaire commune, et on le fait grâce à nos membres associés. L'Académie a 120 membres associés étrangers. C'est l'intérêt pour les produits locaux, relançant la territorialisation. C'est l'agir local aussi. C'est les protéines européennes, le ministre en a parlé aussi dans son discours. Les prairies, les herbivores, comment remettre quand même en avant ces prairies, leur rôle dans la durabilité. Et c'est également les développements et complémentarités Afrique-Méditerranée-Europe avec le groupe interacadémique de développement. Quatrième axe, c'est contribuer au débat sur l'innovation. Je ne sais pas pourquoi la lumière s'est éteinte, mais c'est pour que la lumière vienne, dans les pratiques et leur acceptabilité par la société. Alors là, post-vérité, stratégie du doute, science et confiance, les savoirs empiriques appliqués à la transition agricole, la réécriture du génome, qui revient dans l'actualité avec les nouvelles biotechnologies utilisées notamment dans les vaccins, laboratoire du vivant et territoire, comment mettre en place ou développer une science participative. Et depuis quelques années, c'est diffuser des faits, vérifier et de donner un prix d'information scientifique à un journaliste. Bien sûr, produire, mais aussi faire savoir. Et comment valoriser, à la fois par un mensuel électronique, c'est aussi le site internet de l'Académie, notre présence sur les réseaux sociaux, et puis c'est la transmission de nos séances hebdomadaires qui sont faites sur la chaîne YouTube. On a plus de 700 abonnés maintenant, et à partir du mois d'avril 2020, une convention avec Agrignum nous a permis une diffusion directe grand public, qui fait que l'audience pendant cette pandémie a dépassé la capacité de notre salle de séance que les jeunes lauréats ont pu encore voir ce matin. Des manifestations, on a encore samedi dernier les journées européennes du patrimoine. On a eu les premières journées de l'agriculture française, c'est aussi graines d'agriculteurs, c'est transmettre ce savoir aux jeunes, d'où l'étroite relation avec l'enseignement agricole, mais aussi l'enseignement supérieur. Une rubrique dédiée aux jeunes pour montrer que l'Académie se veut aussi transgénérationnelle, avec plusieurs concours organisés. C'est graines d'agriculteurs avec les jeunes agriculteurs. Je filme le métier qui me plaît, le Crédit Mutuel. Mike IT Agric, la Fondation Avril et AgroParisTech. Et voilà. Alors, quand même quelques mots sur nos finances. Nous ne sommes pas très riches, même si nous avons une façade. On a eu, malheureusement, l'année 2020-2021, une baisse de nos ressources. Et bien sûr, en même temps, une baisse des charges, qui a fait que le résultat a été positif grâce aux dons des membres par leur contribution. Et le budget 2021, avec la reprise des activités en présentiel, même s'il y a du complément en distanciel, on sait que ce résultat sera encore tendu. Depuis 2019, nous avons un projet stratégique, 5 défis. Le premier, c'est être à l'écoute de la société, à l'écoute des jeunes, à l'écoute de la recherche. C'est mener des travaux en transversalité, les partenariats, on n'est pas entre soi pour soi, la valorisation et assurer la pérennité de notre compagnie. Le programme travail maintenant 2020-2021. On retrouve les 4 axes que j'ai cités tout à l'heure. Ce premier axe, eh bien oui, encore One Health, avec un premier pré-rapport qui devrait être fourni en fin 2021, la génomie au débit, l'alimentation et sa gouvernance, le contexte post-pandémique, les logos évaluatifs sur la produits alimentaire, qu'en penser, le colloque construction du vivant qui est prévu, le colloque reproduction de la viande, voilà pour la sécurité alimentaire, adaptation et de la gestion des écosystèmes. Alors là, le ministre en a parlé, on contribue au varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, notamment sur les 2 thématiques, l'eau et l'adaptation. Viticulture, œnologie, réchauffement.
les pangénomes mis à jour, le cèdre de l'Atlas, est-il une naissance d'avenir? L'application et perspective de ces nouveaux systèmes de laser imaging detection and ranging, microbiologie, microplastique, et quels emballages pour demain pour les produits alimentaires. Toujours l'élaboration de ce plan stratégique national, comment assurer la transition agroécologique des systèmes, l'impact des plans de relance, la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris, 3 ans après l'incendie, et le statut juridique de l'animal et l'évolution des pratiques des conditions d'élevage. Troisième thème, intégrer les politiques agricoles, alimentaires et environnementales. C'est agriculture et biodiversité urbaine, avec le récent groupe de travail qui a prévu de faire un premier rapport pendant cette année de travail 2021-2022. La problématique foncière, le conseil de demain en agriculture, en séparant le conseil de la vente, c'est compétitivité de l'agriculture, c'est aussi poursuite de ces réflexions, filières, relations commerciales dans les filières. Et c'est un projet d'ouvrage qui a été révélé aussi pendant la pandémie. C'est-à-dire que quelle est l'autonomie de la France en termes d'autofourniture, en termes d'engrais, en termes de phytosanitaire, en termes de machinisme, en termes de... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, autonomie, quand on est en période de crise notamment? Contribuer au débat sur les innovations et leur acceptabilité par la société. Pasteur a été membre de notre académie. Bien, l'année du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, c'est le moyen de lui rendre hommage, mais surtout de voir qu'est-ce que Pasteur, avec les savants et à l'époque avec les gens qui l'ont accompagné, ont apporté aux sciences dans les domaines très très variés. Et donc voilà, nous participerons à cette année Pasteur avec l'ensemble des académies concernées. Un hommage à Jean-Antoine Chaptal. Vous avez eu une petite brochure sur les raisins de Redouté, ceux qui l'ont prise en entrant. Nous allons publier des planches qui ont été faites par Redouté, son frère et d'autres peintres. Mais c'est surtout que Jean-Antoine Chaptal avait cette idée qu'en tant que ministre de l'Intérieur du consul, de faire que la vigne était un élément de richesse et comment le valoriser. Et bon, ceux qui auront l'occasion de pouvoir lire cet ouvrage sur les raisins verront que Chaptal a beaucoup apporté. Vivre avec le risque, réponse aux controverses, analyse critique sur les informations polémiques, les pôles de compétitivité sont-ils des outils efficaces, notamment au sein de la forêt filière bois, autant d'éléments de débat. Donc si vous voulez, après avoir exposé ce compte-rendu et ce programme de travail, le bureau de l'Académie propose 3 illustrations des travaux de l'Académie. Intervention de Bernard Hubert sur la transition agroécologique, intervention de Jean-Marie Serroni sur la réforme de la PAC et intervention de Thierry Pouche sur souveraineté alimentaire. Je laisse la parole à Bernard Hubert. Merci Constant. Oui, attends Bernard, simplement pour l'organisation, il y a un autre collègue médaille d'or qui est en face de moi et qui doit partir à 15h30. Donc tu fais ton intervention et après toi on remettra la médaille d'or à notre ami. On peut... D'accord. Bon, très bien. Bon, moi je vais vous dire 2 mots sur ce travail qui a été réalisé à l'issue d'un groupe de travail qui avait été mis en place il y a plusieurs années et qui a donc débouché sur un ouvrage en 2 volumes que j'ai co-dirigé avec Denis Couvet, qui était à l'époque le secrétaire de la section 7 et qui, avant de devenir le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et qui copilotait le groupe de travail avec moi. Cet ouvrage donc
s'appelle « La transition agroécologique, quelle perspective en France et ailleurs dans le monde ». Bon, il a été rédigé par 43 auteurs, dont plus d'une trentaine de membres de l'Académie d'agriculture de France. Et il commence par un peu une vision générale sur l'état de l'agroécologie et des perspectives de l'agroécologie dans le reste du monde, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, au niveau des grandes organisations internationales et au Sénégal. Donc il y a un chapitre qui a été rédigé par notre confrère, ici présent, ambassadeur de la République du Sénégal à Rome et auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, PAPSEC. Il y a une partie qui fait un peu l'état des lieux du constat de la situation de l'agriculture, et puis une deuxième partie sur des propositions et des réflexions à partir des travaux d'économie, de politique, de sociologie, d'écologie, y compris un très intéressant témoignage d'une consoeur qui est agricultrice en Mayenne, Marie-Françoise Brizard, qui explique et qui raconte l'histoire de son exploitation et de son projet. Je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Je pense que, après, c'est vous donner envie de le lire. D'après les dernières statistiques, si je peux dire, qui m'ont été transmises avant-hier par Catherine, qui suit cette collection donc, de l'Académie d'agriculture aux presses des mines. Il y a eu 500 exemplaires du premier tome vendu et 400, quelque chose, enfin, près de 400 du deuxième. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas... le fait d'avoir fait 2 tomes pour un prix relativement élevé quand même, puisque les 2, ça coûte 50 €. C'est vrai qu'il y avait ce risque-là, c'est de voir un peu un décalage entre premier tome et deuxième tome. Bon, il y a une version électronique qui existe, qui, elle, est accessible, je crois, pour 34 €, quelque chose comme ça. Moi, je vais peut-être dire un mot, en gros, ce qu'il faut retenir de ce qu'on dit là-dedans très rapidement, parce que je ne vais pas résumer tout ce qu'il y a dedans. Je reprendrai sur 3 points quand même, pour être clair, sur l'état de nos réflexions sur la transition agroécologique. Bon, ça veut dire, dans un premier temps, quand même, quelque part, un autre regard sur le monde vivant et un autre regard sur les relations entre les êtres humains entre eux et les êtres humains avec le vivant, animal, végétal, et le sol étant considéré aussi comme un des éléments du vivant. Je pense que là, il y a une considération qui est un peu en rupture avec la manière dont on a voulu piloter les systèmes agricoles depuis 70 ans. Le deuxième point fort que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas non plus un nouveau modèle qui s'imposerait. Bon, c'est des alternatives, des principes qui peuvent être d'ailleurs qui ont été repris. Bon, la FAO a présenté 10 éléments, le rapport du High Level Panel of Experts de la Commission pour la sécurité alimentaire mondiale, qui a fait un rapport sur l'agroécologie, identifie, lui, 13 principes. Bon, c'est un ensemble de principes qui sont à appliquer de manière appropriée et différenciée en fonction des différentes situations. Il n'y a pas un modèle agroécologique qui s'impose. C'est dans chaque situation, comment est-ce que ces différents principes peuvent être mis en œuvre. Ce qui veut dire que derrière ça, il y a forcément des questions de coexistence entre modèles, de diversité et de reconnaissance d'une diversité des systèmes de production, des sociétés, des environnements, et donc de la manière dont on va piloter ces processus vivants au bénéfice de l'agriculture et de l'alimentation. Troisième point que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas non plus des positions qui se mettraient d'entrée de jeu comme un discours anti-technologique. Il n'y a pas d'opposition à la technologie, il y a simplement une prise de position peut-être particulière sur la technologie, c'est que la technologie, elle est bonne, c'est au service de ce qu'on veut faire et au service de ceux qui la mettent en œuvre, et c'est de ne pas se laisser guider par ce que serait une bonne technologie par rapport à d'autres qui ne le seraient pas ou qui seraient dépassés. Peut-être le dernier point que je veux soulever, Jacques a fait référence à
au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tient demain en virtuel. Pour dire deux choses, enfin trois choses. La première, c'est que ce sommet fait suite à une succession de sommets de 1974, de 1996, qui s'appelait les sommets des Nations Unies sur la sécurité alimentaire. Cette fois-ci, il s'appelle Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. C'est bien pour marquer, en faire le lien que la question de la sécurité alimentaire elle doit être abordée d'un point de vue systémique et que c'est en faisant le lien entre les différentes étapes, entre la production jusqu'à la consommation, la distribution, les réflexions globales, locales, comme Jacques l'a développé, je ne vais pas le reprendre, que ça doit se raisonner. Et que dans le cadre de ce sommet, en gros, les suites, un des points importants qui sort des débats qui animent la communauté concernée depuis peut-être une année, hein, pas loin, Pape, vont sortir 9 coalitions. Bon, des coalitions sur l'éducation, des coalitions sur la production, des coalitions sur la technologie, et il y aura une coalition internationale sur l'agroécologie. Ça veut dire que quelque part, on voit, et ça a été introduit effectivement dans la première partie de ce bouquin, où je reflète donc le chapitre de Papsec, mais ça veut dire qu'il y a une institutionnalisation internationale des réflexions autour de l'agroécologie. Bien sûr, nous sommes positionnés avec nos partenaires de CGIAR, nos partenaires de la Commission européenne, de la Suisse et de la Norvège pour être acteurs dans le cadre de cette coalition. Mais les choses avancent, les choses évoluent, et ce n'est pas une petite affaire qui est apparue comme ça en France en 2013-2014. On est dans une dynamique qui est en train de traverser l'ensemble de la planète, avec, je le rappelle, cette question de la diversité. Le dernier point que je voudrais dire, c'est que si vous voulez en savoir plus sur ce sommet des Nations Unies, on organise, à l'initiative de la section 4, qui est ma section, une séance publique le 13 octobre après-midi de 14h30 à 17h. Et Christine en a affiché le programme hier ou avant-hier sur le site de l'Académie. Voilà, Monsieur le Président. Donc, voilà. Merci beaucoup Bernard. Donc, merci de cette présentation. Alors on va mixer un peu les présentations puisqu'il y avait 3 illustrations qui sont prévues, mais un de nos médaillés d'or doit nous quitter bientôt. Donc on va attendre un tout petit peu pour la seconde illustration en remettant une première médaille d'or. Constant, je te passe la parole. Oui, alors il me revient de citer un peu le pourquoi de ces médailles d'or, hein, qui sont de grandes personnalités qui sont retenues. Et là, président de la Comagri du Parlement européen, Paolo De Castro, que je demanderai de nous rejoindre, dirigea et coordonna toute la négociation de la PAC 2014-2019. Son rôle était particulièrement décisif aux côtés de Michel Dantin, que nous tous connaissons, dans les dossiers relatifs aux interprofessions, aux organisations de producteurs, aux identifications géographiques et à la relation entre politique agricole commune et droit à la concurrence. Donc, Paolo Di Castro, je vous demanderai de venir nous rejoindre notre président auprès de ce micro. Voilà. Je vais d'abord vous remettre, quand même, vous êtes venu pour ça. Oui, oui. Vous n'allez pas partir sans. Donc, la médaille de cette médaille d'or, nous sommes extrêmement fiers et heureux de vous remettre cette médaille, et avec le diplôme qui va avec. Et pour vous dire aussi que nous serons plusieurs à partir en Italie dans 15 jours pour une manifestation à Paris sur tout ça. Donc je vous passe la parole pour dire quelques mots. Well, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de recevoir cette reconnaissance de la part de l'Académie d'agriculture de France. L'histoire de plus de 250 années, le prestige consolidé de l'Académie d'agriculture de France au fil du temps me rend profondément fier. But let me say some word in English because I don't speak French.
No, today it's a very important day for me. So first of all, let me thanks again very much for this incredible honor that you are giving to me. I just would like to say a couple of words after the presentation of the Minister de Normandie. We already have finished the CAP reform, as you know, and I would like to underline today in front of you how important was the cooperation that we have done together, all the Mediterranean country, the Minister de Normandie, the Minister Luis Planas, and Minister Italian Stefano Patuanelli. I think we get a good result, a good balance between the economic, environment, and social. It's important to underline the three dimensions of the CAP. So let me say that I very much would like to dedicate this important recognition to one of the most important friend of my life, which was Secretary General de l'UCAM de Paris, Monsieur Cosimo La Cirignola. I'm very proud because this day probably he was just in the first row today with us. So let me dedicate this important recognition to him. So again, thank you very much, and I hope that in the next week we will have a vote, the final vote on CAP reform in the plenary, and I believe that will be a good, important step for the future of agriculture. We need the science, we need you, we need this reflection, because the challenges the agriculture have to face is very important, it's very hard. So thank you very much for your job, and thank you very much for your cooperation. Thanks. I'm sorry if I have to leave soon. Sorry. Voilà, je vais appeler maintenant Jean-Marie Serroni pour faire la suite. Excusez-nous, hein, là on avait un impératif. Bien, c'est pas facile de parler de la PAC après la présentation du ministre et derrière l'ancien président de la commission agricole du Parlement européen. L'Académie a beaucoup travaillé sur la politique agricole commune et a un groupe permanent qui est animé par Gilles Bazin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et ce groupe permanent a sorti une première note, enfin pas une première note, une première note par rapport à la réforme en 2017, donc avant la proposition de M. Hogan, une première note de réflexion dans laquelle il a affirmé, ce groupe de travail, à l'époque je n'étais personnellement pas membre de l'Académie, il a porté avec beaucoup de force l'importance de la stabilisation, que la PAC œuvre pour la stabilisation des revenus des agriculteurs et donc la stabilisation des marchés à travers des outils de régulation. Et il soulignait également, je relève que quelques points, je ne fais pas l'ensemble, il soulevait également l'importance de prendre en compte l'emploi dans la politique agricole commune. Vous savez qu'elle ne prend pas en compte l'emploi, de le prendre en compte non pas au sens des actifs, comme les débats qu'il y a pu avoir, mais en utilisant les outils déjà existants tels que les plafonnements. Plus récemment, nous avons mené plusieurs séances de travail, soit dans la section économie ou des séances plénières. Notamment, nous avons une séance très intéressante sur la négociation avec des représentants de la Commission au printemps. Et nous avons une séance prévue, je fais une seconde de pub, le 17 novembre, sur les plans stratégiques nationaux, qui sera animé principalement par nos correspondants, où nous présenterons les plans stratégiques nationaux de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Roumanie, ce qui nous permettra une approche comparée avec le plan stratégique français. Nous n'avons pas souhaité faire une séance spéciale sur le plan stratégique français, considérant que tout le monde l'aurait regardé. À l'issue de ces travaux, permettez-moi, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, quelques réflexions en prospective que nous avons menées et quelques analyses. C'est compliqué, encore une fois, après les propos du ministre, et c'est de l'analyse sur de l'actualité en cours. Juste quelques éléments. Le plan stratégique national, qui a été quasiment bouclé par le ministre et qui est en cours
d'examen dans les commissions environnementales et qui va être soumis au débat et qui sera présenté à la Commission européenne à la fin de l'année et qui sera ensuite négocié avec la Commission pendant le premier semestre 2022. Je pense que ce plan a une caractéristique un peu complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, il est d'une très grande stabilité et en même temps, il prend en compte les priorités du moment. Ça peut paraître un oxymore. Il est d'une grande stabilité par rapport aux mises en œuvre précédentes de la PAC sur les 2 dernières PAC qui avaient organisé des transferts de masse budgétaire, en gros de l'intensif vers l'extensif et de la céréale vers l'élevage, même si c'est un peu plus fin que ça. Là, quand on regarde les simulations qui sont faites, il n'y a pratiquement pas de modification par département ou par système de production, en grosse masse. Pour autant, le plan prend les priorités du moment, que certaines ont été évoquées par le ministre. Dans le premier pilier, il y a en gros 40% du premier pilier qui fait l'objet d'orientation nationale, correspondant aux priorités. Le ministre a expliqué le plan protéines. Il n'a pas dit qu'il a utilisé aussi les opérations mises en œuvre par la PAC pour essayer de corriger notre déficit en viande bovine et notre excédent d'animaux vifs. C'est tous les débats que vous avez vus qu'il y a eu sur la modification de la prime à la vache. Donc là, dans un cadre global constant, c'est une réorientation assez importante. Et il me semble qu'il prend quelques légers signes sur l'emploi en mettant des crédits forfaitaires sur les petits élevages maraîchers, notamment souvent périurbains, en mettant les écorégimes avec des aides fixes et non pas proportionnelles. Et enfin, dans les écorégimes, et je crois que c'est une nouveauté, la simplicité, il faudra voir jusqu'au bout si c'est vraiment simple, mais surtout, on est là dans l'accompagnement de la transition. Et c'est nouveau dans la PAC. Dans la PAC, on a soutenu le revenu, on a conditionné les aides, mais on a rarement accompagné une transition. Et là, c'est résolument le choix qui sont faits. Mais donc, ce cadre global va nécessiter de la part, cette stabilité globale, ne sera pas forcément une stabilité au niveau de chaque exploitation agricole, puisqu'il y a 40% qui est concerné par ces modifications. Mais à l'opposé de ce qui se passait avant, où quand on décidait un transfert, l'agriculteur n'avait pas le choix, là, ce sont ses propres décisions personnelles des chefs d'entreprise qui vont insister, qui vont avoir une incidence sur les aides dont il bénéficiera. Cette réforme, elle pose 2 questions, plus globalement au niveau de la France. Mais globalement, elle pose 2 questions. Est-ce qu'à mon avis, et à notre avis, est-ce qu'elle contribue suffisamment au Green Deal, notamment à cet objectif de neutralité carbone? Toutes les évaluations qui sont faites sont mitigées. Je crois honnêtement que personne ne croit que ça correspond aux objectifs, puisque cette réforme, ses bases ont été posées avant l'acte fondateur du Pacte vert. La deuxième question, c'est est-ce que ça contribue est-ce qu'on est dans un processus de renationalisation? Je pense que on a le déjeuner ce midi avec Paulo De Castro me confirme dans cette idée. Clairement, oui. On est clairement dans une renationalisation, notamment des aides directes, avec la question derrière, est-ce que ça pose un problème et quelle est la nature du problème que ça pose, si ça en pose, par rapport aux réformes futures? Parce qu'en fait, ce pacte vert change fondamentalement la donne. Il donne une orientation de neutralité carbone à l'horizon 2050 et 55% de réduction à l'horizon 2030, et fait que la PAC devient, de mon point de vue, une politique partielle et sectorielle, et que demain, il faudra de plus en plus parler de politique agricole européenne, et pas uniquement la PAC, puisqu'il y a de plus en plus d'éléments qui, dans le cadre du pacte vert, un peu comme sur la politique nationale d'ailleurs, vont se retrouver dans d'autres stratégies que la stratégie purement agricole. On va le retrouver sur la biodiversité, on va le retrouver dans la finance verte. Et donc la PAC est un outil parmi d'autres. Et donc, est-ce que ça va devenir plus national? Vraisemblablement, oui. Et je conclurai en disant que la preuve que c'est un élément partiel, c'est que les priorités annoncées par le ministre de l'Agriculture pour la présidence française de l'Union européenne dans 3 mois,
Il n'y a pas un mot sur la PAC. Il dit, j'ai 3 priorités. Les clauses miroirs, les clauses miroirs, les clauses miroirs. C'est-à-dire on est sur de la politique commerciale, de faire en sorte que nos normes soient prises en compte dans les normes que nous appliquons, et il l'a évoqué, soient prises en compte dans les accords internationaux. Donc la priorité, elle n'est pas directement dans la PAC. On est dans un débat beaucoup plus large. Et ces clauses miroirs, le parallèle, et ça a été, les propositions du président ont été mal interprétées, je crois, c'est de dire les réglementations phytosanitaires doivent devenir de niveau européen. C'est la seule condition, enfin c'est une condition nécessaire pour qu'ils s'appliquent dans les accords internationaux. Donc la politique agricole, qu'est-ce qu'elle va devenir? La question est posée. Et je termine, dans les 2 minutes qui me restent, je termine par une réflexion peut-être un petit peu plus politique, si je peux me permettre. Cette réforme, la façon dont elle est conduite, pour la première fois, peut-être depuis 30 ans, la France, la politique française, est alignée avec la politique européenne. La plupart de l'agriculture française a accepté l'économie de marché. La grande réforme de 92, qui était l'entrée dans l'économie de marché, nous l'avons refusée pendant des années et des années. Et donc là, je crois que c'est la première réforme qui, depuis son initialisation, a été acceptée par la France. L'autre élément du fait qu'on est en ligne, ça a été évoqué par Bernard tout à l'heure, le mouvement, je dirais, de prise en compte de l'agroécologie dans la politique publique est en devenir, est en route, mais est en route depuis presque 10 ans. Donc ce n'est pas nouveau pour nous, ces éléments importants. Et je conclurai finalement en nous disant que il me semble que les arbitrages, que la mise en œuvre de la politique ne fait pas véritablement consensus, mais que les réactions professionnelles sont, je dirais, dans un mode service minimum. On n'entend pas de grandes contestations comme on a pu l'entendre par le passé. C'est donc bien, quelque part, on peut se dire pourquoi on est aligné, pourquoi on ne conteste pas. Eh bien, à mon avis, là c'est mon interprétation personnelle, c'est qu'on a l'agriculture française a tout intérêt au sens de la réforme. On considère qu'on est plus vert que vert, mais si le vert devient la norme, on élimine le gros de nos problèmes aujourd'hui, qui sont nos distorsions de concurrence intra-européennes. Les gros problèmes que l'on a, c'est notre distorsion de concurrence intra-européenne et pas extra-européenne. Et donc je crois qu'un des éléments forts de cette réforme de la PAC, c'est que la politique française, pour la première fois depuis longtemps, et la politique européenne sont plutôt alignées. Merci. Bien, la 3e illustration sera faite par Thierry Pouche, qui va nous exposer sur la souveraineté alimentaire. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères. Évoquer aujourd'hui la souveraineté alimentaire, c'est d'abord souligner la longévité d'une notion, voire d'une ambition, qui s'imposa dans le paysage agricole mondial à la fin de la décennie 90 à peu près, lorsque Via Campesina, lors du sommet mondial de l'alimentation, initia la réflexion autour de ce projet, autour de cette notion, dans un contexte particulier, celui de la mondialisation des économies. Via Campesina entendait par là que la mondialisation, et plus précisément les recommandations qui émanaient à l'époque du consensus de Washington, était préjudiciable à la sécurité alimentaire des nations en développement, préconisant ainsi un recentrage des productions agricoles à l'intérieur des frontières de chacune de ces nations. Au gré des années, le message de cette organisation, Via Campesina, suscita, on s'en souvient, une adhésion plus ou moins éparpillée, plus ou moins forte selon la position des acteurs impliqués, de près ou de loin dans le périmètre agricole, en raison notamment, c'est un point de vue, que la résurgence de la notion de souveraineté alimentaire provenait d'une organisation non gouvernementale. Un quart de siècle après, à la faveur d'un choc sanitaire mondial,
La souveraineté alimentaire s'est de nouveau imposée, le ministre tout à l'heure nous l'a rappelé, mais cette fois-ci beaucoup plus largement, illustrant une prise de conscience que la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, en produits agricoles et alimentaires notamment, ne saurait être durable. Car avec les confinements, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement pouvaient menacer les activités productives. Combinée à la problématique du dérèglement climatique, la souveraineté alimentaire est perçue comme un levier indispensable pour reconquérir une certaine autonomie en protéines végétales, mais aussi pour atténuer les effets délétères des importations, notamment de soja sur l'environnement, par le truchement notamment de la déforestation. On peut donc prendre aujourd'hui la mesure à la fois de l'audience accordée à cette souveraineté alimentaire, en particulier en France, et de l'engagement des institutions et des acteurs pour en faire une finalité pour l'agriculture, pour les éleveurs, pour les territoires et pour des consommateurs soucieux de la qualité des biens alimentaires qu'ils consomment. L'enseignement qui mérite alors d'être tiré de cette adhésion soudaine et élargie à la souveraineté alimentaire réside dans le fait qu'elle a indéniablement ouvert une brèche dans la croyance en une mondialisation vertueuse et bénéfique pour tous. La souveraineté alimentaire est une notion qui ne se manie toutefois pas aisément. Prise dans son sens premier, c'est-à-dire dans le sens de la science politique, la souveraineté se définit comme un acte, une décision, prise par soi-même et pour soi-même, sans qu'interfère une quelconque instance supérieure dans le processus de décision, que cette instance soit d'ordre divin ou institutionnel. Telle était la définition que proposait au XVIe siècle Jean Bodin dans ses 6 livres de la République, marquant ainsi l'entrée des sociétés occidentales dans la modernité politique. Transcrite à la sphère de l'agriculture et de l'alimentation, la souveraineté laisse entendre que l'on décide soi-même et par soi-même de ce qu'il convient de produire et de consommer sur le sol national. Il y aurait depuis 2020 et l'émergence de la pandémie une certaine convergence en France pour se rallier à cette ambition, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en protéines végétales, mais pas seulement. La souveraineté est alors fondamentalement, de ce point de vue, encastrée dans la quête d'autonomie, dans le desserrement de la contrainte d'approvisionnement par l'extérieur et l'importation. 2 questionnements en découlent. Le premier a trait au contexte dans lequel la souveraineté alimentaire s'est affirmée, celui de la pandémie. Très rapidement, la France, ses agriculteurs, le gouvernement, à travers le ministre, ça a été dit encore une fois tout à l'heure par Julien de Normandie, ont pris l'initiative de la remettre au centre des débats et d'en faire un projet pour demain. Si l'ensemble des États membres de l'UE ont été touchés par la pandémie, peut-on pour autant considérer qu'ils ont tous, un à un, adhéré à la souveraineté alimentaire ? En d'autres termes, la souveraineté alimentaire est-elle le reflet d'une position nationale, celle de la France, ou est-elle partagée par l'Union européenne et l'ensemble de ses composantes ? De ce point de vue, produire par soi-même et pour soi-même ne saurait faire sens que dans une Europe fédérale, puisque sur cette notion de souveraineté alimentaire, disons-le, les divergences restent encore nombreuses au sein de l'Union européenne. Plusieurs indices laissent pourtant entendre que l'Union européenne se préoccupe de la souveraineté alimentaire, en particulier sous l'angle climatique. Clause miroir, ça vient d'être rappelé par Jean-Marie Serroni, fortement soutenue par Paris évidemment. Plus récemment, taxe carbone aux frontières, 2 stratégies visant à restreindre les importations au bénéfice des entreprises européennes et marquer une empreinte en matière d'action sur le climat. Une façon donc de construire les linéaments d'une conquête d'une autonomie stratégique pour l'économie et l'agriculture européenne, que ce soit en termes d'engrais, de soja, puisque ce sont des domaines quand même assez emblématiques. D'autres indices vont en revanche dans le sens contraire. Le projet de Green Deal a fait l'objet de 2 études d'impact, vous le savez, l'une provenant de l'USDA, l'autre de la Commission européenne. Elles dressent toutes 2 le constat que la production agricole pourrait reculer, induisant une perte d'exportation et par voie de conséquence de revenus pour les agriculteurs. N'est-ce pas alors le signe d'un renoncement européen à la souveraineté alimentaire ?
Surgit alors un deuxième questionnement. La position de la France, et je viens de le rappeler, celle de l'Union européenne, s'inscrivent dans un contexte particulier, celui de la désillusion envers les promesses passées de la mondialisation. De manière tout à fait paradoxale, la mondialisation a occasionné la résurgence de tentations souverainistes lorsqu'elles ne sont pas devenues nationalistes. Il s'ensuit que la période actuelle est celle des conflits de souveraineté, source de nouveaux différends commerciaux. Porter attention à sa souveraineté alimentaire, mais on pourrait élargir le spectre à l'industrie, voire au militaire, l'actualité récente nous l'a montré. Porter attention à sa souveraineté alimentaire et à sa capacité de décision propre, en les conciliant de surcroît à des attentes ou des exigences climatiques envers des nations dont on attend une certaine réciprocité en matière de normes, c'est le cas de la problématique des clauses miroirs, ouvre la voie probablement à des chocs de souveraineté, à des chocs de puissance. Il est tout à fait frappant que politologues, économistes commencent à se pencher sur cette dérive potentielle. On comprend alors aisément les soupçons de protectionnisme à l'endroit de Bruxelles, soupçons qui agrémentent les discours sur la souveraineté, surtout lorsque l'Union européenne signe et continue de négocier des accords de libre-échange avec des pays ayant contribué au dérèglement climatique. La mondialisation se heurte par voie de conséquence d'emblée et de plus en plus au fait national. Vouloir reconquérir sa souveraineté en limitant les volumes de produits agricoles importés du Brésil, par exemple, puisqu'il en est beaucoup question, au motif que cela entraîne une déforestation sur l'Amazonie, est un argument intéressant, mais un argument scabreux. 63% de cette forêt se situe sur le territoire brésilien. En affirmant sa souveraineté à son tour, Brasilia peut rétorquer qu'il fait ce qu'il entend de cette superficie sur son territoire. La souveraineté alimentaire est assurément une noble cause et une stratégie louable, ne serait-ce que par ses potentielles retombées économiques, sociales, territoriales et environnementales. Elle pourrait redonner du poids à une agriculture française qui fut en quelque sorte, durant des décennies, subsumée via l'Union européenne sous l'idéologie du libre-échange. Elle comporte malgré tout une part de risque, tant du côté de la gouvernance du commerce mondial que de celui des relations internationales prises au sens large. L'actualité récente pour la France vient d'en administrer une belle illustration. Donc parler de la souveraineté alimentaire nécessite beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, et voilà une belle perspective pour notre Académie d'agriculture. Je vous remercie. Alors là, c'est M. Péquignot qui devrait nous présenter un jeu Gamabilis, qui est un jeu d'entreprise. Alors c'est en coopération. Alors vous avez donné votre vidéo, ça y est ? Donc on va demander aux techniciens de mettre la vidéo sur Gamabilis, s'il vous plaît. Depuis le néolithique, les humains travaillent la terre et élèvent du bétail pour nourrir une population toujours croissante. L'agriculture a façonné nos paysages, nos modes de vie. Son évolution a accompagné les grandes révolutions industrielles et technologiques humaines. Aujourd'hui, à l'heure où le changement climatique semble inéluctable, elle est au cœur des débats. Pour notre bien à tous, elle va devoir encore évoluer. Comment les agricultrices et les agriculteurs de demain vont-ils aborder ce nouveau défi? Comment allez-vous vous y prendre pour inventer l'agroécologie du futur? Je ne pense pas que cette vidéo vous ait convaincu de la nécessité de la transition agroécologique.
Mais ça n'est pas nécessaire, vous l'êtes déjà convaincu. Ce n'est pas vous qu'il faut convaincre. Ce sont tous ceux qui n'ont pas encore découvert l'agroécologie et qui n'ont pas vu encore cette vision que nous portons. Car quel intérêt d'être convaincus, nous tous ici, si une partie du monde agricole n'ose pas franchir le pas? Quel intérêt de parler agroécologie entre nous si elle est caricaturée et réduite au bio, au circuit court? Quel intérêt enfin de transformer l'agriculture française si le monde ne suit pas notre chemin? Je suis donc Vincent Péquignot, fondateur de Gamabilis, qui est un studio de jeux vidéo dédié à l'impact sociétal. Et c'est pour répondre à ces questions que nous avons conçu et réalisé depuis 3 ans le jeu vidéo Roots of Tomorrow, inventer l'agriculture de demain. Notre conviction, c'est que le jeu vidéo parle au plus grand nombre. C'est un média de masse qui est pratiqué par 2 Français sur 3 et par 2 milliards d'habitants dans le monde. Il ne va pas néanmoins remplacer les autres actions de sensibilisation ou de formation. Il est là pour les illustrer, pour les expliquer et pour les amplifier. Notre jeu porte la vision d'une agroécologie diverse, telle que l'a présenté Bernard Hubert tout à l'heure. C'est une évidence, bien sûr, face à la pluralité des modèles français, face à la multiplicité des enjeux. Car parler agroécologie, c'est aussi parler transition alimentaire, c'est parler, bien sûr, empreinte environnementale, c'est questionner notre rapport au vivant. Roots of Tomorrow propose donc 3 scénarios de polyculture céréalière et d'élevage qui sont localisés en Bretagne, en Sud-PACA et en Grand Est. Autour donc des 3 filières, la filière du porc, du mouton et la filière des bovins allaitants. Le joueur, vous, si vous le souhaitez, êtes à la tête d'une ferme. Pour 10 ans, vous avez la possibilité de la rendre plus performante selon les 3 critères économique, social et environnemental. La force de notre jeu, c'est d'avoir dans la mécanique du jeu, d'avoir à la fois les décisions quotidiennes, tactiques, et les choix stratégiques de transition moyen-long terme de l'exploitation. Chaque tour de jeu permet de mieux comprendre la multiperformance autour donc de ces 3 cas réels qui ont été construits avec nos partenaires et validé par notre conseil scientifique, présidé par Christian Huyghe, et auquel l'Académie, en la personne de Jean-Louis Bernard, nous a fait l'honneur de participer. Sur cette ligne éditoriale, nous avons regroupé une dizaine de partenaires publics et privés. Donc, outre l'INRAE, nous avons le soutien de 2 ministères, de 5 régions, de 3 interprofessions, d'une grande banque, ainsi que l'ADEME, qui a reconnu le volet environnemental, et le CNC, qui nous a soutenus pour la mise en valeur du patrimoine scientifique et culturel français. Enfin, en plus de promouvoir l'agroécologie, ce jeu doit favoriser le dialogue entre les acteurs. Car ce que nous souhaitons surtout pas faire, c'est opposer les agronomes et les agriculteurs, d'opposer les écolos et les paysans, le monde rural et le monde urbain. C'est pourquoi, pour répondre aux questions que je posais en introduction, notre ambition, c'est de parler à tous, agriculteurs ou non, étudiants, jeunes ou moins jeunes. Notre objectif, c'est qu'ils comprennent l'agroécologie un peu mieux et qu'ils puissent y contribuer directement ou indirectement. Et si nous avons donné un titre anglais à ce jeu, c'est parce que nous sommes convaincus que le modèle agricole français doit être porté aussi au-delà de nos frontières. Pour réaliser tout cela, donc, nous avons créé Roots of Tomorrow. Et pour aller au bout de notre ambition, nous avons besoin de vous pour rassembler le plus grand nombre de joueurs possible, pour que tous nous rejoignent sur le chemin de la transition agroécologique. D'avance, merci pour votre aide. Bien, on va maintenant, après les discours d'ouverture, après la présentation de compte-rendu et du programme de travail, avec les illustrations que vous avez pu voir sous diverses formes. Maintenant, c'est le palmarès. Alors, le palmarès va être annoncé à la fois par moi-même et Chantal Chaumel, qui est vice-secrétaire de l'Académie. Je vais commencer sur les prix Limagrin.
Donc j'ai demandé au président, à notre vice-président, notre présidente et notre trésorier perpétuel, à tour de rôle, de remettre ces prix. Alors le prix des Magrins, qui comporte l'attribution d'une somme de 1 600 € à Jean-Luc Gallois, que j'appelle, pour ses travaux sur les résistances aux virus chez plusieurs espèces, la compréhension du mécanisme de résistance aux potivirus et l'utilisation des biotechnologies pour développer les résistances durables. Le rapporteur était Mathilde Causse. Merci à lui. Et la photo, vous enlevez le masque parce que... Bien, maintenant le prix Jean Dufresnoy, qui comporte l'attribution d'une somme de 2 500 € à Samuel Soubéran, directeur de recherche de l'INRAE d'Avignon, pour ses travaux en biostatistique et modélisation spatio-temporelle en épidémiologie des maladies aériennes des plantes. Rapporteur Michel Dron, Antoine Messéan et Claude Pop. Merci à lui. Voilà, écoutez, maintenant on va passer aux médailles d'or. Donc on en a déjà décerné une. Donc on va appeler François Burgot. François Burgot, pour sa carrière dédiée au rayonnement international de la filière française des semences et de ses valeurs en termes de propriété intellectuelle et de préservation des ressources phytogénétiques. Les rapporteurs ont été Yvette Daté, Daniel Daté et François Després. Donc félicitations à François Burgot. Donc on a eu Paolo de Castro. Maintenant j'appelle Ghislain de Montgolfier. Alors, Ghislain de Montgolfier a été un acteur majeur au sein de plusieurs interprofessions agricoles, en effet, des fruits et légumes, du sucre, de la pomme de terre, de la viticulture et de la vinification, y occupant des postes de responsabilité très stratégiques, mais aussi d'avoir été un des dirigeants des Champagnes Bollinger. Rapporteurs Bernard Rambolet et Alain Jeanroy. Félicitations. Voilà, les médailles d'or ont un petit privilège, c'est de, comme vous l'avez vu avec M. Paolo de Castro, c'est de pouvoir s'exprimer. Donc parole à Ghislain de Montgolfier. Désolé, c'est en français. Quel honneur vous me faites, et toi en particulier, Alain Jeanroy, chers académiciens. Je pensais me trouver en face de vieux barbons. Eh bien non. D'ailleurs, je ne sais pas comment on dit barbonne, si ça se dit. Serait-ce aussi un barbon, celui qui a commencé comme agronome de salon à Paris? C'est une immense gratitude envers les leaders agricoles d'avoir fait confiance à un INRA et perdu dans un panier de crabes. Je n'ose pas dérouler la grande liste de ces constructeurs d'organisations interprofessionnelles, tant chacun de ces leaders mériterait un éloge appuyé. Mon cœur a failli rester au Chili, et pourtant c'est ici que j'ai été adopté par ceux que j'ose appeler les paysans. Ils sont au cœur de notre civilisation et ils le resteront malgré les injonctions des rats des villes. Le sens de la terre nourricière l'emportera sur la dictature des interdictions médiatisées. J'ose dire qu'à l'occasion du Covid, nous avons entendu tellement de farces scientifiques. Puissent ces incantateurs en prendre graine, que l'Académie d'agriculture soit le fer de lance
de cette reconquête scientifique pour le bienfait de notre humanité. Alors, mes excuses pour François Burgot, s'il avait quelques mots à dire, voilà, excusez-moi, qu'on répare. Égalité de traitement. Que fait le secrétaire perpétuel? Non, Bernard Le Bonnec m'a appris une bonne nouvelle, à savoir la décision que vous avez prise de faire quelque chose dans les mois qui viennent sur le certificat d'obtention végétale. Et je voulais juste, en dehors du fait de vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait, vous appeler à ne pas relâcher votre vigilance quant au certificat d'obtention végétale qui, je vous le rappelle, est un système de propriété intellectuelle qui a permis effectivement à notre secteur semencier d'avoir la place qu'il a aujourd'hui, qui continue d'être minoritaire au niveau mondial et qui continue d'être attaqué régulièrement, j'allais dire, sur sa gauche et sur sa droite. Et donc, il est extrêmement important que des institutions comme votre Académie continuent d'avoir cette vigilance. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je poursuis avec René Tourte, qui ne peut pas être là. Il faut dire qu'il a un certain âge. Mais il est bien représenté par M. Feller. René Tourte est auteur d'une monumentale histoire des agricultures africaines, 3300 pages. René Tourte a animé, développé, rénové la recherche agronomique tropicale pendant près d'un demi-siècle. Donc voilà, on le félicite. Les rapporteurs sont Christian Feller et Florent Marot. Oui, bonjour à tout le monde. René Tourte m'a chargé de dire quelques mots en remerciement de cette médaille attribuée par l'agriculture à cet homme qui a 97 ans et qui est d'une jeunesse intellectuelle absolument exceptionnelle. Vous pourrez saisir cette jeunesse lors d'une séance organisée autour de lui sur l'évolution des agricultures africaines subsahariennes le 10 novembre à l'Académie d'agriculture. Alors je vous lis maintenant son petit mot. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres et amis de l'Académie d'agriculture, à mon vieil ami Christian Feller, qui a bien voulu remplacer l'ancien que l'âge et l'état de santé immobilisent, j'ai demandé de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'hommage que représente pour moi cette médaille d'or. Si j'ai pu contribuer à l'établissement d'une recherche agronomique africaine efficace, systémique, et ainsi appuyer le développement des jeunes États d'Afrique, je me dois cependant d'associer à cet hommage et ce mérite tous ceux qui en avaient préparé la voie et tous ceux qui m'ont donné le privilège de leur concours. Et cet hommage, il me faut aussi le partager avec les courageux et dynamiques paysans africains dont l'avenir est actuellement suspendu à l'instauration et à la réussite d'audacieuses et indispensables politiques d'aide gouvernementale et d'appui internationaux dont je souhaite qu'ils soient l'objet de la prochaine conférence Afrique-France. Merci, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président, de la haute distinction qui m'honore et de bien vouloir entendre mon dernier souhait. Merci. Voilà, je vais continuer avec Sébastien Treyer. Et vous allez voir qu'on a toute la gamme des âges, n'est-ce pas, Sébastien? Voilà, bah écoutez, Sébastien Treyer a eu cette médaille d'or pour la qualité de sa carrière, des ponts qu'il a su construire entre sciences, politique et société, et entre régions du monde, pour faire progresser la coopération au service de la transformation du système alimentaire par le développement durable.
Le rapporteur est Christine King. Alors moi, j'ai une petite pensée pour Sébastien, parce qu'en 2003-2004, il nous avait déjà aidé, alors qu'il était en thèse, sur un travail de prospective à l'époque avec Philippe de Gouvello. Hein, donc merci à toi, Sébastien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciennes et les académiciens, je suis vraiment honoré et reconnaissant à l'Académie de cette distinction. Comme Constant l'a mentionné, moi j'ai travaillé en recherche sur les questions de prospective, j'ai essayé de mettre ça au service de la nation. Je suis ingénieur des eaux et forêts, donc j'ai travaillé aussi dans cet esprit-là. Mais aussi, je ne peux pas m'empêcher de mentionner à quel point ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner un avenir à la transition écologique, c'est-à-dire de la faire exister, de voir comment elle peut advenir. Et ça résonne avec à la fois ce que Bernard Hubert a présenté. Il faut que je rende hommage à Bernard parce que c'est avec lui, j'allais dire derrière lui, en tout cas avec lui, qu'on a essayé de faire exister l'agroécologie comme voie d'innovation à l'Agence nationale française de la recherche, à Bruxelles, et aussi au CGIAR, tout ça aussi dans la lignée de Michel Griffon et Bernard Chevassus. Donc vraiment, je voudrais leur rendre un hommage. Je pense aussi au fait que cette transition agroécologique, il faut la faire exister à Bruxelles, comme l'a dit M. Serroni tout à l'heure, et que ça suppose de réfléchir à ce que c'est que ces chemins de transition qui peuvent nous y mener dans une dynamique bruxelloise où les États membres sont souvent en train de blâmer Bruxelles pour ce qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux. Et donc ça, c'est une des choses que je fais aujourd'hui à l'IDRI où je travaille. Et mon dernier point, c'est de dire aussi à quel point j'ai été sensible à ce que disait Thierry Pouche tout à l'heure. Il faut qu'on fasse le Green Deal. L'ambition, c'est d'avoir une agriculture, un système alimentaire positif pour le climat et positif pour la biodiversité. Vous voyez, l'ambition du président de la République est très convergente avec ce qu'on entend à Bruxelles, et c'est ce que nous a dit M. Serroni. Mais il ne faut pas que ça soit sans le dialogue avec le Brésil, avec la Malaisie, avec l'Indonésie. Et ça, c'est un exercice d'équilibrisme auquel je pense qu'il faut qu'on arrive à se livrer tous ensemble. Donc je suis vraiment ravi de cette connexion, j'allais dire, avec l'Académie. J'aimerais bien, je connais l'Académie comme un lieu de débat où les travaux prospectifs auxquels j'ai travaillé, qui sont des travaux hybrides entre sciences et politique, trouvent une chambre d'écho extrêmement importante et pertinente. Donc j'espère avoir de nouveau l'occasion de venir débattre avec vous de ces sujets. Je pense que c'est ici qu'on invente aussi des manières de progresser et d'avancer tant sur le front de la connaissance que des accords politiques. Merci beaucoup encore. Merci Sébastien. Alors, nous allons passer aux médailles de vermeil, voilà. Et donc j'appelle Gérard Brochoir, donc, qui a fait toute sa carrière dans le secteur de la boulangerie. Il a notamment dirigé des instituts de formation et représenté la profession, et le rapporteur était Hervé Thys. Une petite seconde pour les photos. C'est bon. Alors, j'appelle ensuite Antoine Collin. Voilà, pour sa haute technicité en matière d'inventaire forestier, sujet vraiment à l'ordre du jour, constamment perfectionné et élargi, et mise efficacement au service de politiques publiques au niveau national, mais aussi européen. Et le rapporteur était Bernard Roman-Hama. Alors, maintenant, Dominique Desbois, qui est ingénieur statisticien à l'INRAE. Est-ce qu'il est là ? Oui, voilà, très bien. Ses travaux portent sur la microéconomie de la production agricole et en particulier sur les coûts de production. Il a beaucoup travaillé pour caractériser l'efficacité et l'hétérogénéité des systèmes productifs, notamment en développant l'analyse par la régression quantile. Et les rapporteurs étaient Jean-Marie Serroni et Gilles Bazin.
Alors, maintenant, Vanina Forget, qui est économiste agricole senior à la Banque mondiale. Est-ce qu'elle est là? Non. Alors, on va quand même dire ce qu'elle a fait, parce que c'est une décision collective, donc une proposition collective. Donc, je pense que ça vous intéressera. Et donc, elle a assuré la direction et l'animation du programme de recherche sur les transformations des emplois et des activités en agriculture. Elle a coordonné la publication de l'ouvrage Actif Agri en renouvelant les connaissances sur l'état des populations agricoles françaises, vieillissement, recul de la féminisation. Ah, tiens, je croyais que c'était l'inverse, mais bon. Sur ce point-là, diminution du taux des renouvellements, augmentation du salariat et des saisonniers. Voilà. Alors, maintenant, Rémi Colère, qui voilà, est là, vous avez largement contribué au développement d'une agriculture durable en Alsace durant ces 3 dernières décennies, en animant l'ARA, plateforme de partenariat entre la Chambre régionale d'agriculture, les services de l'État et le centre INRA de Colmar. Et les rapporteurs sont Jean-Luc Julien et Hubert Boisard. Félicitations. Félicitations, la médaille, le petit diplôme, la photo, son masque. Pour dire que j'ai grâce à la c'est pour ça que j'étais heureux de vous mettre ça. Très bien, on va laisser dans son test. Et moi, c'est du pensée globale et agir local. Alors, maintenant, Serge Créter. Voilà, donc homme de terrain et scientifique, acarologue de renommée internationale. Vous avez largement contribué à la généralisation de la lutte biologique contre les acariens phytophages. Votre enseignement sur la protection intégrée a été majeur dans le cursus de génération d'agronomes, d'ingénieurs agronomes spécialisés en protection des cultures. Les acarologues, les acariens. Alors, Yves, bravo. Yves Le Frileux. Voilà, vous venez donc pivot scientifique de la station caprine du Pradel pendant 30 ans, ainsi qu'un grand vulgarisateur, précurseur sur de nombreux aspects techniques et écologiques. Vous avez su fédérer autour de cet outil l'ensemble des professionnels caprins et de la recherche appliquée en France, au bénéfice de tout le monde, toute la filière. Félicitations. Joël Moulin. Voilà. Pour votre contribution à la connaissance spatialisée des sols, aux bases de données géographiques et à leurs applications à la protection et à la gestion raisonnée des milieux et des territoires. Vos rapporteurs étaient Dominique Arouet et Jean-Claude Germont. Et enfin, dernière médaille de vermeil pour cette année, Marie-Hélène Wagner. Voilà. Alors, l'Académie récompense la mise au point et le développement des méthodes d'analyse de la qualité physiologique des semences, la coordination de projets de recherche mettant en jeu différents partenaires académiques et industriels et le développement d'un service de phénotypage des semences et des plantules. Voilà. Oui. Bien, écoutez, sur les récompenses, vous avez sur ce tableau
vraiment en gras ce qu'on a fait aujourd'hui devant vous. Hein, mais ce matin, d'ailleurs, les lauréats sont encore là, sont encore patients et ont dû voir qu'est-ce qu'il était l'étendue des thèmes de notre académie. Hein, et on félicite aussi ces médailles d'argent de l'Académie Jean et Marie-Louise Duc-Frénois, qui ont été ce matin les jeunes docteurs qui nous ont présenté leur thèse. Donc on peut les applaudir, ils sont ici présents. Alors, tout un travail qui est réalisé vraiment en coopération avec la Fondation Xavier Bernard. Et Xavier Bernard, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y aura l'année Xavier Bernard en 2022, 23, c'est ça? 23, voilà, très bien. Donc, cette fondation, ce matin, a remis un prix, plus les prix de mémoire de fin d'études. Et vraiment, là aussi, c'est toujours très, très important de voir ces jeunes qui présentent leur mémoire de fin d'études. Et ce sont des jeunes sélectionnés déjà dans leurs écoles, donc de très bons élèves. Et on voit que c'est la bonne graine pour l'évolution, pour le travail qui a été tout à l'heure indiqué sur quel développement de cette agriculture, de cette alimentation, pour faire que la transition et l'adaptation au changement climatique soient réellement l'enjeu auquel ils ont à s'attacher. On a eu aussi le prix d'information scientifique à destination du public qu'on a remis au sein de l'Académie à la suite d'une séance. Les trophées Jean-Paul Lanly, Jean-Paul Lanly était ici présent, pour la valorisation du bois français à des entreprises françaises, et on l'a remis en juillet, en début juillet, sous le grand palais éphémère, magnifique charpente bois. Et merci encore à Jean-Paul et à Michel de Vernois qui a organisé ce prix. Le trophée Pierre Dellenbach est remis tous les 2 ans, donc pas cette année. Le prix du concours Mike IT Agri de la Fondation Avril a été remis au printemps, à l'issue de 2 phases du concours à des jeunes d'écoles d'ingénieurs, quelles qu'elles soient, qui pouvaient faire ensemble. Et on a aussi la bourse de la Fondation Crédit Agricole d'Île-de-France, et dans ce lieu, on ne pouvait pas ne pas les citer. Et on remercie tous les donateurs pour que ces prix existent. Merci à eux. Voilà, écoutez, c'est la fin, donc je laisse notre président reprendre la parole. Merci Constant d'avoir déroulé un peu tout ce programme. Moi, je me réjouis à chaque fois de ces séances solennelles parce qu'effectivement, c'est un vrai plaisir ce matin d'avoir écouté ces 11 docteurs, plein d'enthousiasme, plein de jeunesse, qui nous donnent un peu, qui donnent une image un peu différente de notre académie. Je voulais la citer parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire. C'est Anne-Marie Attenberger qui fait la coordination de la réception de toutes ces thèses, de ces travaux qui sont faits. Nous avons reçu presque une centaine de thèses que nous avons dû trier. C'est dire le succès de nos prix, et je pense que c'est la notoriété de l'Académie qui en est récompensée. Donc voilà, je suis très heureux de vous avoir accueillis. L'année prochaine, nous serons certainement beaucoup plus nombreux, c'est ce qu'on va espérer. Et ainsi, nous allons pouvoir nous retrouver ensemble. Alors, je ne pouvais pas m'interrompre et arrêter cette séance sans remercier notre ministre Papsek, qui est au premier rang, qui a écouté avec beaucoup d'attention tout ce qu'on a dit. On va se retrouver tout à l'heure pour d'autres sujets. Et en tout cas, merci à lui d'être parmi nous, bien sûr. Il représente l'Afrique à la FAO à Rome, et je sais qu'il écoutait avec beaucoup d'attention nos propos. Et qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ah oui, alors ça, j'ai fait une notice ce matin sur Pasteur. J'ai souhaité que l'un de ces 11 docteurs de ce matin soit le futur Pasteur. Parce que vous savez, Pasteur, c'est l'année prochaine que nous fêtons ses 200 ans de sa naissance. Pasteur a été académicien de l'agriculture en premier. Il était à 50 ans. Il a ensuite été à l'Académie
C'est quoi le médecine, il paraît de sciences, de la France, j'en sais rien. En tout cas, il a commencé par l'Académie d'agriculture, c'est très important. Et les gens oublient ça. On a des réunions en ce moment, ils oublient un peu que Pasteur a commencé par l'agriculture. C'est important de le dire. Et encore une fois, je souhaite qu'effectivement, on va faire ça dignement et que l'un de nos docteurs de ce matin soit le Pasteur de l'année 2150. Merci à vous tous d'être venus, de votre action, de votre participation. Et je vous dis à bientôt.